Donc aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit tour dans la géologie et plus particulièrement la géologie structurale, en essayant de démontrer que même au XXIe siècle, c'est pas ringard et que ça peut être réellement un vecteur d'innovation. Donc mon propos, c'est de vous présenter quelques aspects et au travers de ces aspects de la géologie structurale, de montrer leur importance dans la compréhension des phénomènes vis-à-vis de la mécanique des roches et de démontrer que ça reste plus que jamais un vecteur d'innovation. Mon propos est limité aux travaux souterrains, aux rochers et dans le domaine fragile. Ça fait quelques restrictions, on pourrait aller plus large, mais il fallait bien choisir quelque chose. Ma présentation va se dérouler comme ceci, une petite introduction sur qu'est-ce que la géologie structurale. J'ai tendance, il y a des géologues dans la salle, je le sais, qui savent très bien ce que c'est, mais il y a aussi des mécaniciens des roches, et à force d'avoir discuté avec eux, je réalise que les mécaniciens des roches ne savent pas toujours ce que c'est que la géologie structurale, ou disons qu'ils ont l'impression de savoir, et qu'au final, ils ne savent pas vraiment, ce qui est encore pire. On va ensuite balayer quelques aspects. Je vous ai choisi deux aspects, tout simples, au niveau fragile, cassant, l'aspect chronologie des fractures et l'aspect terminaison des fractures. Pourquoi j'ai choisi ces deux aspects? Parce que je vais, au niveau 3, vous expliquer ce qu'on peut en faire de manière extrêmement simple, de manière rustique, facile, sur le terrain, parce que je suis un homme de terrain, j'ai fait du tunnel pendant toute ma vie. Et qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau de la cartographie, du mapping, des classifications de massifs rocheux et de la modélisation de type DFN. Et puis quelques mots de conclusion. Allez, commençons par quelques concepts, disons, généraux. La géologie structurale, c'est quoi? En gros, il s'agit de la déformation des roches, ductiles ou fragiles, à toutes les échelles. Ça va de l'échantillon jusqu'à la croûte terrestre. Initialement, c'est ce qu'on disait, reconstitution de la géométrie, c'était la définition de mon ami Maurice Mattauer. À cette époque, on ne disait pas de la géologie structurale, on disait d'ailleurs de la tectonique. Et quand on essayait de rentrer dans le détail, on appelait ça de la microtectonique, parce qu'on allait chercher des microstructures. Et puis dans les années 80, la tectonique est devenue la tectonique des plaques au niveau du vocabulaire, et on a vraiment vu apparaître le terme géologie structurale dans la littérature française et surtout anglo-saxonne. Bon, récemment, la géologie structurale, c'est une approche quantitative. Quantitatif, ça veut dire que les géologues structuralistes utilisent la déformation, regardent l'histoire, mais essayent de la quantifier sur des bases de mécanique. Mécanique du solide, initialement, et mécanique des roches. Trop souvent, et c'est un vrai grief que j'ai auprès des équipes de projet, trop souvent, on cantonne la géologie structurale à élaborer des canevas. Des canevas de Wulff, des canevas de Schmidt, on annonce combien on va avoir de familles de fractures, et on est content, on a fait le dossier géologie structurale. Je suis désolé, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus large, c'est plus vaste, c'est plus important. C'est la chronologie, c'est comment ces fractures se mettent en place, comment on peut les caractériser, est-ce que leur histoire a un impact sur leur comportement. C'est tout ça, la géologie structurale. Donc actuellement, je suis en train de faire une réflexion au niveau de l'ISRM, de la Société internationale de mécanique des roches, pour essayer de trouver un moyen pour améliorer le fait qu'on ait plus de géologie structurale et de géologues structuralistes dans les équipes de projet en mécanique des roches. C'est un petit peu compliqué. Terminologie. La terminologie, c'est un vrai problème parce que ça a toujours été délicat. Les ingénieurs purs n'ayant pas la même approche terminologique que les géologues purs. Je vous montre un tout petit peu, on dit une diaclase quand on est géologue, quand on est mécanicien des roches, on dit une fracture en traction, on dit tensile fracture joint. On dit une faille quand on est géologue, alors qu'on dit une fracture en cisaillement quand on est mécanicien des roches.
Bon, il faut passer outre, parce qu'en fait, on parle du même sujet. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant cette présentation. Je vous ai mis une petite photo ici de mon ami... Oh mince, excusez. Je fais comme ce matin. Voilà, de mon ami John Cosgrove, qui est professeur de géologie structurale à Imperial College. Il est comme moi, il fait ça en retraite. Qui vraiment est quelqu'un qui a essayé de montrer cette importance de la géologie structurale au sein de la communauté des mécaniciens des roches. Je dis essayer parce que ça marche mal. Au niveau des différences en termes de terminologie, reprenons un petit peu ce que font les mécaniciens. Fracture en traction, on est dans le mode 1. Fracture en cisaillement, on est essentiellement dans le mode 2. Et on va voir qu'on peut de temps en temps, dans certaines terminaisons de fracture, avoir du mode 3. On garde ça en tête et on va le décliner par la suite. Quelques concepts rapides qu'on connaît tous. Diagramme contrainte normale, contrainte tangentielle, sigma n tau, domaine en compression, domaine en compression, domaine en traction. On trace nos cercles de mort. Ce que je voudrais faire par la suite, c'est vous montrer que c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas la compression, la traction, il y a tout un continuum. Et il faut être capable de le distinguer, de l'observer sur le terrain. On utilise généralement, c'est ce que faisaient les géologues structuraux dans les années 80 à 2000, on utilise généralement un critère en compression, critère Moore-Coulomb classique. Et puis, au niveau de la traction, on prend l'enveloppe d'un critère de rupture de type Griffith, qui permet d'être parabolique, qui passe un petit peu mieux. Actuellement, disons que de nos jours, on continue avec des choses comme ça, ou en linéaire ou en parabolique, et on utilise aussi des critères un peu plus complexes, en prenant par exemple du Hookham-Brown au niveau des critères de rupture. Bon. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. Voilà une représentation classique à gauche, avec le domaine compressif de la traction ici. J'aime pas la représentation qui est faite par mon ami Cosgrove dans ce cas-là, parce qu'il a placé dans le domaine de la traction quelque chose qui n'est pas de la traction, parce qu'on voit très bien que sigma 3 ici est positif. Et donc on n'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. On va aller un petit peu plus loin après. Voici une représentation plus récente. Et ici, on voit en particulier le passage de nos cercles de mort qui représentent des essais ou de la roche qui est soumise à de la compression, avec, à gauche, des passages en traction. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un passage de très petits cercles de mort qui s'agrandissent avec un sigma 1 qui va devenir positif, et puis en parallèle, une organisation des fractures qui est à l'évidence quelque chose qui évolue. On évolue depuis une zone où on a des fractures qui sont désordonnées, quand on est ici en partie purement traction, à quelque chose qui va s'ordonner de plus en plus quand on va avoir un différentiel de contrainte important et qu'on va avoir sigma 1 qui va être positif. Et puis ensuite, on a le domaine qu'on connaît tous, mécanicien des roches ou laboratoire, avec des essais classiques, type compression uniaxiale ou surtout triaxiale, avec des fractures orientées comme celle-ci. Bon, pour être un peu plus dans le détail, ici, voilà ce que je pense qu'il faut représenter quand on parle de traction. Ici, on est au niveau du domaine compressif, on est dans l'équivalent d'un test uniaxial. Et ici, on est au niveau d'un essai triaxial, avec le 2θ qui est facile à visualiser sur une visualisation en cercle de mort. On connaît tous ça, à savoir ici, c'est notre essai UCS, et ici, notre essai triaxial. Quand on regarde, je vous parlais d'un continuum,
Ici, on génère, quand on a un cercle de mort extrêmement réduit et qu'on est dans la zone en traction, on génère des failles, on génère des fractures qui sont en traction pure. C'est de l'ouverture, c'est le mode 1. Et puis, quand on est ici, on génère des fractures en cisaillement, shear fractures, cisaillement pur. Mais il va bien falloir qu'il se passe quelque chose entre les deux, et c'est ce que j'ai voulu vous représenter sur ce cercle de mort en rouge, où on a à la fois un sigma 3 qui est négatif ici, et un sigma 1 qui est positif, qui nous génère de fait des fractures qui sont intermédiaires. C'est ce qu'on appelle des fractures hybrides, hybrid fractures, où on a à la fois de l'ouverture, on a nettement de l'ouverture, ça se repère très facilement parce que ça ensuite s'est converti en ce qu'on appelle en géologie une veine, parce que la nature a horreur du vide et que ça va se remplir avec de la calcite, avec du quartz, avec de la silice amorphe, tout ce qu'on veut, mais ça va se remplir. Mais on voit aussi la partie cisaillante. Ça veut dire qu'on a une... Il ne marche pas bien fort, hein, mon pointeur. Mais on voit aussi au niveau du marqueur ici, que je vous ai figuré, un petit décalage. Bon. Maintenant, on va prendre deux principes intéressants, la chronologie des fractures et ensuite la terminaison, et on va les appliquer à nos concepts. J'ai pris cette photo qui vient de la baie de Bristol, qui m'a été donnée par mon collègue John Cosgrove, en posant la question simple qu'il pose souvent quand il donne ses cours. Vous voyez ici des tas de fractures. Quelle est la plus récente et quelle est la plus vieille? Ou sur la famille de gauche, on a 2 familles de fractures, ou sur la photo de droite, où on a 3 familles, une jaune, une espèce de rouge et puis une verte. Quelle est la fracture qui s'est mise en place la première et quelle est la fracture qui s'est mise en place, ou la famille de fractures qui s'est mise en place la dernière? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Si vous préférez réfléchir un peu, on va réfléchir ensemble. Alors, ici, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est en mode 1. Nous sommes sur des fractures qui sont des fractures de traction. Je vais vous expliquer comment on les repère sur le terrain. Une fracture en traction, une fois qu'elle est en train de qu'elle est générée et qu'elle propage, elle ne peut pas se propager au travers d'une surface libre. Et c'est normal. Autrement dit, elle ne pourra pas couper une fracture préexistante. Ce qui veut dire que ça nous donne déjà un séquençage, un ordre de génération des fractures. Ça veut dire qu'une fracture qui s'arrête sur une autre, elle est postérieure à la fracture sur laquelle elle s'arrête. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que si on regarde dans le détail, eh bien, on voit qu'une fracture qui va s'arrêter, comme la petite horizontale qui s'arrête sur cette fracture qui est à nord 45, eh bien, elle va, au niveau du contact, se perpendiculariser, devenir le plus perpendiculaire possible. Dans la vraie vie, c'est à peu près perpendiculaire, c'est pas tout à fait, mais c'est proche de l'angle droit. Donc, les fractures de génération N+1 au contact des fractures de génération N à devenir perpendiculaires à celle-ci. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement simples à voir, à analyser, à mettre en œuvre sur le terrain. On était en mode 1. Passons en mode 2. Mode 2, autrement dit, cisaillement, faille, pour les géologues. C'est tout à fait l'inverse. C'est comme ça, mais c'est tout à fait l'inverse. Les fractures en cisaillement, elles sont souvent initiées par des zones de faiblesse ou des fractures préexistantes. Une fracture qui a joué en mode 1 va être reprise et cisaillée en mode 2. La fracturation en mode 2 fonctionne en quelque sorte par agrégation. Ça veut dire qu'une fracture se rapproche d'une autre, en agrège une autre, en complète une autre, de manière à la fin à donner, à partir d'une deuxième, une troisième, une quatrième, une espèce de bande qui va devenir une faille. Alors, ça marche à toutes les échelles, on va le voir par la suite.
Mais en gros, ça veut dire que ça marche par agglomération de fractures ou de petits éléments préexistants. Donc, pour synthétiser, en termes de chronologie, on voit qu'en mode 1, sur de la fracture d'ouverture, en traction, les fractures les plus longues sont les premières et les fractures les plus courtes qui s'arrêtent sur les autres sont les plus récentes. Alors qu'en mode 2, les fractures les plus courtes sont les premières et les fractures les plus longues, les failles les plus importantes, que ce soit en longueur ou en épaisseur, sont les plus récentes. Donc vous voyez déjà, on a deux choses différentes. Bon. Revenons à nos moutons et à cette question. Alors, on a dit, ici, on est globalement dans du mode 1. Alors, vous ne pouvez pas le voir au niveau extrêmement précis, mais les fractures, quand elles s'arrêtent les unes sur les autres, elles deviennent quasiment perpendiculaires. Autrement dit, on est bien dans du mode 1, on est bien ici dans un matériau qui n'a subi que de la traction. C'est une roche sédimentaire, hein, c'est du calcaire. Et les fractures les plus longues sont donc les premières. Autrement dit, la fracture A est la première, ensuite, enfin la famille A est la première, la famille B arrive ensuite, s'arrête sur la famille A, ici aussi, et en dernier, dans la photo où on a 3 familles de fractures, eh bien nos dernières sont les plus petites, sont les C, qui vont buter contre les fractures préexistantes, c'est-à-dire les B ou même les A. Voilà. Donc on voit, les fractures s'arrêtent sur d'autres, elles se perpendicularisent, donc c'est du mode 1, et les premières sont les plus longues. Alors, tout petit aparté, on parle beaucoup de mode 1, mode 2, mais le mode 1, qui est de l'ouverture pure, on le connaît tous au labo, mais dans la vraie vie, en géologie, comment ça se passe? Est-ce qu'on a vraiment autant de fractures en mode 1 à l'état naturel que ça? Eh bien, je vais vous montrer un premier exemple qui n'est pas de la mécanique des roches, qui est de la mécanique des sols, où on a des mud cracks, hein, du matériau qui sèche. Ça, c'est de la fente de traction. On voit deux choses très intéressantes. Modification de la trajectoire de contrainte par rapport à une autre fracture, qui va tendre à ce que les deux fractures deviennent coalescentes. Et puis le deuxième point, cette fameuse orthogonalisation, ou perpendicularisation, eh ben, vous la voyez ici, vous la voyez là. Quand une fracture arrive et va s'arrêter contre une fracture préexistante, elle s'arrête de manière plus ou moins orthogonale. Autrement dit, dans un cas comme celui-ci, on voit que cette petite branche ici a été asséchée avant que cette seconde ici arrive et bute dessus. C'est la même chose en mécanique des roches. En mécanique des roches, on le voit à différentes échelles. On voit une première échelle qui est une échelle toute petite. J'ai pris une septaria que j'ai pris chez moi dans ma collection, j'ai fait une photo. Bon, on voit rigoureusement la même chose, hein, c'est de la dessiccation. Et alors, au niveau du mode 1, il y a un autre mode, enfin il y a une autre origine, qui est le retrait thermique. Le retrait thermique, à cause d'un volume qui se minimise, amène à la création de fractures en traction pure. Ça se voit, ça c'est du basalte. C'est du basalte qui a été pris sur la chaussée des Géants en Irlande, où on voit des prismes basaltiques qui sont superbes. Alors, on a trop souvent tendance à penser, les géologues, que les zones en traction sont des zones qui sont particulières. On va dire c'est du rift actif, c'est de la subduction, c'est des choses comme ça. On pense en grand, en tectonique des plaques. Dans le détail, les zones en mode 1 sont nombreuses, voire très, très, très nombreuses. On a d'abord donc, comme je vous disais, tout ce qui est thermique, tous les granites, tous les gneiss, tous les tufs, tous les basaltes, enfin, j'ai couvert beaucoup de types de roches, sont affectés par des fractures en mode 1, en ouverture pure, en traction. On en voit
partout. Bon. Pour les roches sédimentaires, c'est la même chose. On en a énormément, mais là, ce n'est pas le même phénomène, c'est le phénomène de fracturation hydraulique. Les roches sédimentaires se trouvent lors de leur diagenèse enfouies, il y a de l'eau et on a fracturation hydraulique. On va en parler un tout petit peu ensuite. Mais voilà nos deux grands modes, thermique, fracturation hydraulique, mais rien qu'avec ça, on couvre un nombre de fractures qui est incroyable. Et quand on a l'habitude, eh bien on en voit énormément des fractures de mode 1 en ouverture pure, en traction pure. Bon, on connaît tous, et surtout les mécaniciens des roches, les effets de l'eau, les effets de la pression de pore, qui nous réduit la résistance de la roche, et qui amène à ce qu'une zone précédemment stable tangente notre courbe de rupture et amène à la fracture. On va regarder un peu plus dans le détail des domaines comme celui-ci qui sont les domaines de la fracturation hydraulique. Je vous ai fait une fin de représentation en cercle de mort où on voit 4 cercles. Le premier qui est le cercle rouge, tout petit. Autrement dit, on s'approche de la pression hydrostatique. On a un différentiel de contrainte entre sigma 1 et sigma 3 qui est très très faible. Et donc on observe ici un matraquage de la roche. Elle est complètement pulvérisée. Regardez la photo qui est là, c'est de la dolérite qui est entièrement pulvérisée dans toutes les directions. Il n'y a aucune organisation, aucune répartition préférentielle. C'est dans le désordre le plus complet. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, plus on a un différentiel de contrainte qui augmente, plus on a une régularité qui apparaît dans l'organisation des fractures. Ce que vous voyez sur des photos qui sont là, qui proviennent toutes de la nappe des Jets dans le Chablais, au nord des Alpes. Fracturation hydraulique, on en voit, vous en avez tous vu, peut-être sans vous en rendre compte, mais il y en a partout de la fracturation hydraulique dans les roches sédimentaires, surtout dans un domaine comme le domaine alpin. Ici, on voit une fracturation hydraulique localisée sur un banc. Pourquoi ? Parce que ce banc a été fracturé pendant sa diagenèse, il était gorgé d'eau, et parce qu'il était un peu plus gréseux, que son encaissant, qui lui était plus argileux, et donc sous la charge verticale, le poids des terres, eh bien cette eau a eu beaucoup de mal à être évacuée, à être drainée, et donc on a atteint un critère de rupture qui est la fracturation hydraulique. Donc on voit sur une photo comme ceci, on l'a à différentes échelles, hein, regardez, ici c'est une toute petite lamine qui est fracturée hydrauliquement, ici vous en avez une plus grosse. Ceux que ça intéresse, je vous en ai amené. Et on peut voir pas mal de choses là-dessus. On voit que le sigma 1 qui a généré cette fracturation hydraulique, c'est le poids des terres, donc il est vertical. Donc on voit qu'à l'époque de la diagenèse, le sigma 1 était vertical, ce qui n'est plus le cas actuellement. Si on mesure les contraintes dans ce même domaine, dans ce même massif, on va trouver un sigma 1 horizontal. Et là, on voit donc que le sigma 3 était horizontal, orienté comme celui-ci. Donc, rien que ça, ça nous permet déjà de voir quel était l'état de contrainte au moment de la genèse de ces fractures. Juste un petit exemple. Ici, on est dans le domaine subvolcanique. Ça, c'est un filon de l'amprophire qui rentre dans un encaissant microgranitique. Ça, c'est exactement la même chose. Ça marche par fracturation hydraulique. Hein. Donc, on en trouve énormément de la fracturation hydraulique. Parlons un peu des terminaisons des fractures. Là encore, on va être obligé de distinguer mode 1, mode 2, parce que c'est physiquement deux domaines très différents. Alors, je simplifie énormément, je simplifie même trop, mais c'est pour que ça aille assez vite et qu'on comprenne, parce que dans le détail, c'est quand même nettement plus compliqué que ce que je vais vous dire.
En mode 1, j'ai tendance à dire que quand une fracture s'ouvre en ouverture, en traction pure, c'est un arrêt qui est relativement simple au niveau du bout de la fracture, ce que les Anglais appellent le tip, parce que ça s'arrête. Alors que l'endommagement est donc limité. Alors que quand on est dans un mode 2, on a du cisaillement, et que forcément pour que le déplacement s'arrête ici, mais il faut bien qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas amortir 5 cm, 10 cm, 2 mètres au bout d'une fracture en cisaillement ou d'une faille sans qu'il ne se passe rien. Donc l'endommagement est très très fort dans un cas comme celui-là et je vais vous montrer comment la nature fait pour répartir cet endommagement. La technique, c'est toujours la même. C'est que la résistance à la traction est bien plus faible que la résistance à la compression. En gros, on connaît tous ça au labo, on dit sigma T, c'est 1/10 de sigma C. Donc, au niveau naturel, la nature aura tendance à privilégier des ouvertures en traction par rapport à du cisaillement ou à de la compression pure. Autrement dit, en bout de nos fractures en cisaillement, eh bien, on va générer du mode 1, de la traction pure. Attention, ce que je vous montre là, c'est du 2D, forcément, sur des slides comme ça, mais ce phénomène fonctionne en 3D. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Dans les roches classiques, la première chose qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle le wing crack. Tout le monde connaît ça. C'est on amortit la déformation en créant une ouverture du côté du cadran qui est en traction, où on amortit tout le déplacement qui représente l'ouverture de la fente. Très simple. Généralement, ça permet en plus de connaître la valeur de sigma 1 parce que ce wing crack s'amène exactement parallèle à sigma 1. Je vous en ai montré un exemple dans un environnement subvolcanique ici. Ça, c'est un dike de microgranite qui donne exactement cette représentation. Ça peut fonctionner en plusieurs épisodes si la fracture bouge plusieurs fois de manière saccadée, et on a donc plusieurs générations de wing cracks. Dans un environnement un petit peu, disons, différent, avec une roche entre guillemets soluble, comme des calcaires, ça marche aussi sur des évaporites, on aura en face du cadran en traction. Le cadran en traction était ici. De ce côté-là, on a le cadran en compression. On va générer ce qu'on appelle des joints stylolytiques, qui sont des pressure solutions. Ça veut dire sous dissolution, sous contrainte. Et il va sans dire que dans du calcaire, quand on dissout, voici ici à droite des joints stylolytiques, quand on dissout du calcaire ou de la calcite, pas besoin d'aller très loin, cette calcite va aller précipiter immédiatement et remplir toutes les ouvertures qui sont à côté. Autrement dit, tous les wing cracks vont se retrouver remplis avec une belle calcite blanche bien cristallisée. Alors que la partie ici des stylolites va se retrouver avec tous les insolubles qui sont restés sur place, tous les oxydes de fer et ainsi de suite. En voici. Quand on a l'habitude, on les voit partout. Ça, c'est un massif calcaire au nord de Montpellier. On voit ici un wing crack. On en voit beaucoup d'autres. Hein. On voit des joints stylolytiques. Et on a la même chose à côté. Je ne les ai pas représentés en plus, mais on les voit là. Vous avez ici la photo brute. On pourrait se dire, il n'y a rien. Et quand on regarde bien à l'intérieur, on retrouve la même chose. À chaque fois qu'on voit ça, on connaît immédiatement le sens du cisaillement, parce que ça permet tout de suite d'identifier le sens du cisaillement. Ça permet aussi de voir son amplitude, c'est-à-dire de savoir si ça a cisaillé de 3 mm, de 5 ou de 20 cm. Donc ça, ce sont des informations qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles sont rapides, visuelles, faciles à appliquer. Alors, je vous ai dit que c'était pas si simple, parce que le wing crack, c'est un
un mécanisme qui est commun. Il y a beaucoup d'autres mécanismes d'amortissement des fractures au bout d'une fracture en cisaillement. Énormément. Le plus connu, c'est celui que je vous ai représenté en haut à droite. C'est ce qu'on appelle la structure en queue de cheval, horse-tail, qui, comment dire, amortit tout ceci avec comment dire, plusieurs fractures, chacune d'entre elles prenant une petite partie de la déformation, de manière à, vraiment, c'est le terme, amortir. Il existe d'autres types, celui-ci est très connu, branch fault. On connaît le cisaillement qu'on appelle en échelon, je vais vous en montrer d'autres. Et puis il y a d'autres cisaillements qui sont des cisaillements antithétiques, qui sont un petit peu plus difficiles à voir parce que beaucoup moins fréquents. Dans les plus fréquents, c'est donc structure en queue de cheval, ce qui est là-haut, ça, c'est une structure, je vous garantis, que quand vous m'aurez écouté, que vous reverrez par la suite des affleurements, vous en verrez. Vous prenez une fracture et vous êtes à plus de 50% de chance, vous allez trouver en bout une queue de cheval. Il faut bien que ça s'arrête. Si on cisaille, il faut bien que ça s'arrête, cette déformation. Et elle s'arrête la plupart du temps en queue de cheval. Bon, ces structures, je vous ai représentées là, elles sont en fait toutes tridimensionnelles. Une fracture en queue de cheval, comme celle qui est là-haut, ce sont des cuillères, comme des cuillères à soupe. Vous voyez ici uniquement une coupe en 2D, mais chaque microstructure ici est une cuillère. Ce qui veut dire que ça peut des fois compliquer l'observation parce que le plan de coupe ou le plan de vision n'est pas toujours placé au bon endroit. Donc bien évidemment, on ne va pas voir la même orientation. Dans le détail, c'est pour ça que je ne voulais pas y rentrer dès le départ, il y a des tas de façons d'amortir. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Ça ne date pas d'hier. 1896, Woodworth, première personne qui a regardé comment on pouvait terminer une fracturation avec des fentes en échelon. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, essentiellement sur les massifs de granit, mais c'est applicable à tout type de roche. Et récemment, on va dire dans les 20 dernières années, on est allé beaucoup plus loin et on voit par exemple que quand on dit une fracture en mode 1 ou une fracture en mode 2, c'est du théorique, ça n'existe pas dans la réalité. Une fracture en mode 1 va se terminer avec probablement un peu de mode 3 en périphérie. Une fracture en mode 2 va se terminer avec un peu de mode 1 et de mode 3 dans sa périphérie, à l'avant ou sur les côtés. Autrement dit, ce sont des phénomènes qui sont quand même assez complexes. On trouve très peu dans la littérature ceci. J'ai voulu juste vous le montrer pour y penser. C'est qu'on a tendance à représenter les fractures soit par des ellipsoïdes ou des cercles, les Anglais disent penny shape, ou par des rectangles, parce que c'est facile à modéliser en forme de rectangle. Mais il faut bien réaliser que quand dans ces deux formes, on cisaille, eh bien, on ne va pas avoir le même amortissement en bout, je veux dire dans le sens de la progradation de la fracture, que l'amortissement en bordure, ici. Forcément. Je vous montre d'autres exemples, comme celui-ci. Voici un amortissement en bordure, où on voit une fracture, et c'est sur un galet, donc c'est pas très épais. Donc 2 cm derrière, eh bien, on a déjà la fracture qui s'arrête et qui s'organise avec ce qu'on appelle des fentes en échelon. En voici une autre, fente en échelon ici, vous retournez le même galet et 3 cm plus loin, vous avez une fracture normale, pleine, complète. Autrement dit, ce phénomène d'amortissement, il se voit partout actuellement. Il y a des gens qui modélisent ça avec de la tomographie rayons X en labo, ça se fait beaucoup, de plus en plus. C'est extrêmement intéressant et ça permet de voir vraiment dans le détail comment ça se passe. Et surtout, comment on passe d'un plan classique à cette série de terminaisons qui est là.
Bon, quand on prend une structure, on a parlé de la terminaison, mais au final, on en a deux. Il y a un côté et l'autre. Les terminaisons peuvent être parfaitement symétriques. Ça arrive, avec wing crack stylolite, par exemple, ou double queue de cheval, mais elles peuvent être différentes. Parce que localement, la nature aura trouvé une matrice différente, une minéralogie différente, et donc une possibilité d'amortissement qui va être plus facile à faire. La nature va simplement chercher la facilité. En fait, elle va minimiser l'énergie. C'est tout simple. Bon, eh bien, on a à peu près tout regardé. On va passer maintenant à l'utilisation. Et on va essayer de voir comment cette chronologie et ces terminaisons vont pouvoir nous être utiles au quotidien, quand on travaille en tunnel, par exemple, ou à la mine. Alors, ceci fonctionne à cause d'un principe simple. C'est que tout ce que je viens de vous dire, ça marche quelle que soit l'échelle. On n'a pas d'effet d'échelle chez nous au niveau des formes, des fractures ou des formes des terminaisons. Qu'on soit au niveau microstructure, sur l'échantillon au laboratoire, ici, sur un affleurement, ou au niveau d'une plaque, eh bien, on voit toujours la même chose. J'ai même rajouté dernièrement ceci, c'est un BHTV qui provient d'un... Vous connaissez tous la technique du logging par BHTV, où on fait de l'imagerie dans le puits. Eh bien, on le voit à cette échelle-là, on voit une fracture qui se termine, et puis regardez ceci. On a un très bel amortissement, avec dédoublement, enfin, avec répartition de l'endommagement, du cisaillement, sur plusieurs microfractures. Donc on est typiquement dans le cas d'une queue de cheval. Ici aussi, on a la faille nord-anatolienne, on a un plan principal qui est là, et puis qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, on a tout un amortissement qui se met en place, parce qu'il faut bien que ça s'arrête. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça marche, on sait que ça marche à toutes les échelles. Je vous montre une chose de plus, ça c'est sur un affleurement aux Émirats Arabes Unis, c'est une petite structure qu'on appelle une structure en fleurs, c'est une structure qui reflète un cisaillement. Eh bien, la faille nord-anatolienne vous montre exactement la même structure au niveau crustal. Et là, vous avez vraiment une échelle qui n'a rien à voir. Là, on est à l'échelle du mètre, et là, on est à l'échelle de la dizaine de kilomètres. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, c'est facile, ça nous permet de l'utiliser n'importe où, en souterrain, sachant qu'on a acquis la connaissance sur des structures plus petites ou plus grandes, c'est pas grave. En souterrain, quels sont la plupart du temps nos problèmes? C'est que on a une mauvaise qualité de l'air, on a du mal à travailler parce qu'on n'a pas l'éclairage, on n'arrive pas à toucher parce que c'est trop haut, on a un temps qui est limité parce que l'entreprise ne nous permet pas d'aller regarder, poser la boussole. Donc l'objectif de la géologie structurelle, c'est d'utiliser des formes, une bibliothèque de formes que l'on connaît, que l'on a en tête, pour aller plus vite et gagner du temps. C'est ça l'objectif, gagner du temps sans perdre en qualité. Au contraire même, je pense, en étant encore plus fin en termes de qualité. Donc, ben voilà, on va rapidement dire, je vois ceci à gauche, je sais que c'est du mode 1, oui, et que ce n'est pas du cisaillement comme en mode 2. Bon, ça, c'est extrêmement simple. Voici une photo qui est faite dans un gneiss dans le sud de l'Inde. Ici, vous avez un plan principal et vous avez tout un amortissement ici qui se forme avec une très jolie queue de cheval. Bon, une fois qu'on le sait, on les voit partout. Il y en a partout, forcément. Mais il faut avoir l'œil et il faut simplement s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Ici, c'est fait sur des photos, sur une photo qui vient de Singapour. C'est du volcano-sédimentaire, métamorphisé. On voit un plan de faille. On le voit bien à cause du décalage ici. Mais qu'est-ce qu'on voit tout en haut? Ben, on voit de l'amortissement. Ici, un amortissement en queue de cheval. Et ici, un amortissement avec des fentes en échelon. Toute faille, toute fracture en cisaillement a besoin de s'arrêter. Alors, très rapidement, quand on voit ça, bon,
on a repéré que si on voit la queue de cheval qui est de ce côté-ci, ça veut dire qu'elle était placée dans le cadran qui était en traction. Autrement dit, ça nous permet de qualifier le sens du mouvement. Et que si c'est de ce côté-là, le sens du mouvement sera inverse. Ça permet très rapidement à un géologue de dire c'est un accident dextre ou c'est un accident sénestre. Ça va à toute vitesse, c'est un coup d'œil. Voici un autre exemple qui est pris sur un granit, c'est une granodiorite. J'ai fait la photo au Japon. Au lieu de dire, tiens, on a plusieurs familles de fractures, non, on a un grand plan de fractures un peu plus loin, et ici, vous êtes sur une terminaison en queue de cheval. Vous avez des tas de petites fractures secondaires qui sont en queue de cheval. Vous les voyez d'ailleurs, elles sont légèrement ouvertes, parce qu'on a un petit peu de mode 1 en bout. Donc, en termes d'application, quand on fait de la cartographie, et surtout si on regarde des systèmes de classification de massifs rocheux, comme le Q-système ou le RMR, eh bien, c'est une question qui est importante de quantifier, par exemple, la rugosité. Dans le Q-système, il y a un paramètre qui s'appelle JR, le Joint Roughness. Il peut être de 1,5 quand la surface est rugueuse, ou il peut être de 1 ou de 0,5 quand la surface elle est lisse ou striée. Il va sans dire que si on est en mode 1, ouverture pure, même si on ne va pas toucher le plan, on a pratiquement l'assurance que le plan de cette ouverture est rugueux. Alors que si on est en mode 2, en mode de cisaillement, parce qu'on a vu une terminaison, eh bien on est pratiquement sûr que la surface est lisse ou striée si la structure est un peu plus grande et qu'il y a plus de jeu sur la structure. Rien que ça, ça vous permet, sans voir, sans aller jeter un œil au front, eh bien de porter un jugement et un jugement de valeur. C'est la même chose au niveau du RMR. On va prendre dans un cas comme celui-là une valeur au niveau du rating roughness de 5 ou 6 alors qu'on sera de 1 à 0 en mode 2. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. On voit un autre aspect, c'est qu'une structure s'amortit, mais pour s'amortir, elle a besoin d'une certaine distance pour s'amortir. Et en gros, on va dire en règle du pouce, eh bien, on peut considérer que la longueur du plan de feuille, je l'ai ou je ne l'ai pas? Oui, il est là. La longueur ici du plan de faille ou de fracture est entre 5 et 10 fois la longueur de la terminaison. Ça fonctionne. C'est pas merveilleux comme approche, mais ça fonctionne. Ça donne déjà pas mal d'idées. Et la première des idées, c'est ceci. Vous êtes dans un tunnel et vous voyez plein de petites fractures qui vous font penser à une structure en queue de cheval. Eh bien, vous pouvez immédiatement, en mesurant la longueur de cette terminaison, d'en estimer la longueur de la fracture ou de la faille en question. Intéressant. Ça, c'est utilisable en direct avec le RMR, par exemple. Bieniawski, dans le RMR, pose toujours la question qui est intéressante, discontinuity length, qu'il appelle persistance. Mais comment on peut connaître la persistance quand on est dans un tunnel, dans un front qui ne fait que 4 mètres de large et qu'on a affaire à des fractures qui vont en faire 20? Eh bien, utilisez ça, la terminaison, et vous aurez déjà une idée qui sera certainement pas parfaite, mais bien meilleure qu'une estimation qui sort en claquant des doigts. Autre point au niveau du Q-système, quand on utilise le premier des paramètres, qui est le JN, nombre de sets de familles de fractures, j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient du calcul et qui me disaient « j'ai 5, 8, 10, 12 familles de fractures ». Ça n'existe pas. 12 familles de fractures, on ne peut pas faire un tunnel dedans, ça tombe. C'est entièrement broyé. Bon, donc, il y a quelque chose qui cloche. Et bien, ce qui cloche, c'est la terminaison. C'est parce que, tout simplement, les personnes se sont heurtées au fait que ça tourne. C'est de la 3D, ça ondule très rapidement, et ils ont mesuré plusieurs zones avec des orientations azimut-pendage différents, et ils ont considéré que c'était des familles différentes, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement des terminaisons
d'une famille principale. Autrement dit, dans le système du Q-système de Barton, ça, le secondaire, on va le passer en ce qu'on appelle random, et pas dans les vraies familles. Bon, on va en terminer avec ça. Pour un petit exemple tout simple, en tunnel, le fait de voir ça permet tout de suite de considérer que derrière, on a une structure plus grosse. Et que cette structure, étant donné qu'on a une terminaison en queue de cheval, c'est une structure cisaillante, donc elle a toutes les chances d'être lustrée, striée, donc très peu stable, et ça veut dire que il va falloir la stabiliser et la boulonner rapidement, c'est tout. Ce sont des toutes petites choses qui paraissent simples, limite anecdotiques, mais qui sont très faciles à mettre en œuvre, à mettre en place sur le terrain. Alors, prenons ce qu'on a vu tout à l'heure pour la chronologie. Je vous ai représenté ici plusieurs familles de joints. On recommence. Hein. La plus longue, c'est la 1. On voit que la 2 est plus courte, elle s'arrête en se perpendicularisant dessus. Donc, dans l'ordre, on a eu création de la famille 1, de la famille 2 et puis de la famille 3 ensuite. Si on est dans un tunnel, c'est plus difficile de voir les longueurs. On n'est pas certain que la famille la plus longue, c'est celle-ci, la 1, ou c'est celle-ci, la 2. Pas simple. Le fait de voir les fractures qui s'arrêtent sur les autres permet tout de suite d'avoir la réponse. Autrement dit, on voit bien que la fracture 2, la famille 2 but, s'arrête sur la 1, alors que la 3 s'arrête sur la 1, alors que la 1 ne s'arrête sur rien du tout. Donc c'est la première. Vous allez me dire, ça sert à quoi, dans un tunnel, de savoir ça? Eh bien, détrompez-vous, ça peut être extrêmement intéressant parce que généralement, surtout en mode 1, parce que c'est le cas ici, la fracture la plus longue est la plus perméable. Parce que c'est celle qui va pouvoir aller chercher de la perméabilité ou de la conductivité hydraulique le plus loin possible. Autrement dit, elle a généralement un intérêt hydrogéologique. Modélisation, DFN. C'est bon. On sait tous dans les massifs rocheux, fracturés, que en termes de perméabilité, c'est pas équivalent. C'est ni homogène, ni isotrope. Bon. Là, c'est une photo qui a été faite, le cas extrême. C'est des coulées successives de basalte à La Réunion. Et on voit ici les limites de coulée. Et on voit qu'on a de l'eau qui sort au niveau de ces interfaces. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque coulée, on a eu un choc thermique, la mise en place de fractures de traction à cause du choc thermique, de la rétraction, de colonnes. On voit bien le basalte est relativement en colonne ici. Et que donc ces fractures en mode 1 amènent à ce qu'on ait une plus forte perméabilité dans le massif. Bon, pour faire, actuellement, classiquement, c'est ce qu'on fait hein, depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Ce qu'on essaye de faire, c'est représenter ces massifs rocheux fracturés à l'aide de ce qu'on appelle des DFN, Discrete Fracture Networks. Ça fonctionne relativement bien. Par contre, je suis toujours un peu surpris sur la façon dont on fabrique encore, même de nos jours, ces DFN. L'objectif de DFN, c'est de représenter toutes les fractures qu'on a identifiées sur un modèle, pour pouvoir ensuite ou faire de l'écoulement, ou travailler la stabilité, ou travailler le modèle couplé. Le problème, c'est que la génération, à cause des logiciels utilisés, la génération, des fractures est souvent stochastique. Autrement dit, on définit le nombre de familles, leur longueur, leur espacement, et puis le logiciel les met en place. Et on obtient des choses comme ça. Or, c'est pas ce qu'on veut. Parce que tout se recoupe, toutes les fractures se recoupent. Je vous ai représenté, alors, en 2D, pour visualiser mieux, on présente 3 familles de fractures
J1, J2, J3, qui sont 3 familles en traction, et puis une famille ensuite qui reprend tout à l'emporte-pièce, qui est en gros une faille, ici, SF, qui est en mode 2. Et si on fait ça avec un DFN classique, avec une approche stochastique, et ben voilà ce qu'on va trouver. Tout se recoupe. Comment voulez-vous travailler de la perméabilité et des écoulements avec des fractures qui se recoupent toutes? Vous avez de la connectivité, vous avez des choses qui n'existent même pas dans la nature. Alors que si on prend la chronologie, on va mettre ici, j'ai pris le même espacement, les mêmes orientations de chaque famille, et j'ai simplement appliqué le critère de l'ordre. La 1 se met en place, la 2 s'arrête sur la 1, la 3 s'arrête sur la 2 et la 1. Voilà ce qu'on obtient. Et bien, je vais vous dire qu'on est beaucoup plus proche de la réalité et que si on fait une étude de perméabilité avec un modèle qui prend en compte cette chronologie, mais les résultats n'ont strictement rien à voir. Ça, j'avais mis jusqu'alors toutes les références que j'avais utilisées, mais là, j'en ai pas mis parce que je peux pas. Je considère que ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. On en voit dans la littérature, mais des quantités. Vous voyez ce qu'on a en haut à gauche. C'est vrai que c'est facile. C'est vrai que le logiciel permet de faire tout ça, mais honnêtement, ça ne représente pas la réalité du tout. Ça, pas du tout. Alors heureusement, on va en finir là-dessus, heureusement, on a quand même beaucoup de progrès qui se font actuellement, à la fois d'un point de vue de la géologie et aussi du point de vue algorithme. On a des tas de développements qui ont été faits pour prendre en compte tout ça. Ça n'a pas toujours été utilisé en termes de chronologie, mais il y a des gens qui l'ont utilisé en termes de parents, filiation, parents-enfants, une grosse fracture, les autres qui s'arrêtent dessus. On n'est pas loin de la chronologie quand même. Hein. Quand on dit parents-enfants, bon, le père est généralement plus vieux que son fils. Ça se fait aussi beaucoup par topologie de forme, ça veut dire un arrêt en X, un arrêt en Y, un arrêt en I, de manière à comprendre comment le fluide va pouvoir s'écouler à l'intérieur. Et actuellement, pour en terminer, voilà les logiciels qui commencent à émerger. Là, on est sur des logiciels commerciaux ou pratiquement commerciaux. Golder, ici, Fracman, c'est un logiciel commercial qui fonctionne très bien. Vous voyez, on est capable de modéliser des horizons, des formes différentes, des fractures qui s'arrêtent les unes sur les autres. Là, on est relativement proche de la réalité. Ce qu'on a là-haut, ici, c'est fait par l'équipe de Nantes, Davy et les autres, avec un logiciel qui s'appelle DFN Lab, qui est un très très bon produit aussi. Au jour d'aujourd'hui, c'est les deux seuls produits réellement commerciaux qui émergent et qui permettent vraiment de faire du DFN de manière propre. Voilà. Il est clair que ça va évoluer, ça va avancer et on va en avoir de plus en plus. Je comprends que ce ne soit pas très facile à modéliser et à fabriquer des logiciels comme celui-là. Voilà. Eh bien, on a vu quelques petits exemples, des concepts. J'ai essayé de vous montrer des applications pratiques. Forcément, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'en 1 heure, on ne peut pas présenter tout ça, mais il y a énormément d'applications de la géologie structurale. Et je pense que on me demandait de faire une présentation sur de l'innovation, malgré que ce soit quelque chose d'extrêmement ancien, la géologie structurale, enfin ancien, ça a plusieurs décennies, ça reste un vrai vecteur d'innovation. Et la vraie innovation, c'est d'injecter de la géologie structurale dans la mécanique des roches, de manière à ce que nos ingénieurs mécaniciens comprennent l'intérêt d'utiliser les structures géologiques. Je vous remercie.